Donc, je vais vous raconter la suite. Donc, là, il était question de classification des effecteurs pour les polytopes simples. Et donc, McMullen a proposé une conjecture via cette transformation qui ramène les effecteurs en H-vecteurs en formant un triangle qui ressemble un peu au triangle de Pascal, où on met le F-vecteur en commençant par Fn jusqu'à F0, on remplit de l'autre côté avec 1, et les trous, on les remplit en prenant les différences, en commençant par le sommet et en descendant en bas. Et on trouve toujours, il a remarqué qu'on trouvait toujours des suites symétriques unimodales. Et donc, il a formé la conjecture qui porte son nom. C'est Oui. par hasard, c'est les coefficients binomiaux là. Ici, c'est par hasard, oui. Non, ça va être une. Pardon? Non, c'est pas forcément le concave. Parce que je vais vous raconter en fait qu'est-ce que ça encode. Alors donc en fait du coup cette conjecture a été démontrée par Stanley en utilisant des preuves en prenant une preuve algébrique. Donc et McMullen lui-même il a donné une preuve combinatoire. Donc c'est pas Stanley en fait, c'est McMullen qui a donné la preuve combinatoire 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, et c'est l'objet de l'algèbre des polytopes. Donc il a introduit un objet mathématique fascinant qui s'appelle l'algèbre des polytopes de McMullen, et je vais vous présenter cette algèbre. Alors donc comment on fait pour définir cette algèbre? On prend Rn, donc, et on regarde les polytopes dans Rn. Okay, donc à chaque polytope P, donc je vais définir d'abord un ensemble de générateurs. C'est un ensemble infini, et après je vais mettre des relations. Donc par chaque polytope P dans Rn, on associe à un des générateurs. On va l'appeler ça P. D'accord? Crochet P. Donc, donc on va avoir un nombre infini de symboles comme ça. Et maintenant je vais mettre des relations. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces symboles et on va former toutes les combinaisons à coefficient entier de ces symboles. C'est-à-dire que je vais prendre un polytope P, un autre polytope Q, et je vais avoir le symbole de P moins le symbole de Q. Ou 2 fois P moins Q plus R. Donc je vais avoir toutes les combinaisons, ce sont des combinaisons formelles. C'est le groupe abélien libre, si vous voulez, engendré par ces symboles. Maintenant, on va mettre des relations. Alors la première relation, c'est la chose suivante. On va dire que le symbole associé à P, en fait, on regarde les polytopes à translation près. Donc on va mettre que P est la même chose que P plus un vecteur T. Donc si vous prenez un polytope ici, si vous le translatez, ça revient ici, vous dites que c'est la même chose. Okay? Ça c'est la première relation. La deuxième relation, elle est plus intéressante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un premier polytope, et ensuite on prend un deuxième polytope, par exemple comme ça. Donc j'ai deux polytopes P et Q. Et on va mettre la relation P plus Q. Alors quand vous avez deux polytopes, à chaque fois que vous prenez l'intersection, vous allez retrouver forcément un polytope, parce que ça va être un ensemble convexe. L'intersection reste égale à la convexité, et vous pouvez voir que ça va engendrer par un nombre fini de points. Donc vous allez avoir P plus Q ici, plus P union Q. Mais évidemment, l'union n'est pas toujours un polytope, d'accord? Donc il faut mettre la condition que P union Q. Pardon? Dans ton crochet, tu mets P inter. Ah oui, pardon. Merci. À condition que P Q soit un polytope. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord? Donc là, par exemple, je vais avoir que P ici plus Q, ça s'écrit comme ce triangle qui est l'intersection plus l'union. D'accord? Donc ça va. Donc on prend ça. Donc ça, on appelle ça l'algèbre des polytopes. Ok? C'est P. Peut-être, je vais calligraphie P. Ça c'est. Alors c'est pas pour l'instant, c'est pas en algèbre, mais je vais définir un produit là-dessus. Donc ça, on appelle ça donc le quotient
du groupe abélien libre engendré par les symboles P par les deux relations 1 et 2. Donc ça va être un groupe abélien qui est a priori qui n'a pas de raison d'être d'avoir une structure. Mais maintenant, on va mettre un peu de structure là-dessus, ok? Et je vais vous raconter quelles sont les propriétés intéressantes de ça. C'est que, alors, on va définir deux types d'opérations. Alors, la première opération, c'est la multiplication. Donc, j'ai dit que ça s'appelle l'algèbre des polytopes, donc il y a une structure d'algèbre. D'abord, vous avez la structure additive, vous pouvez additionner, d'accord? Parce qu'on a pris le groupe abélien, on a mis des quotients, on a pris par un sous-groupe. Ça, c'est les relations, ça forme un sous-groupe de ce groupe abélien libre. Et vous prenez un quotient, vous allez trouver un groupe abélien. Maintenant, on va définir une multiplication. Et il n'y a qu'un seul choix naturel. C'est quoi la multiplication? Donc il faut le définir sur les symboles. Et après, on va étendre par linéarité à tous les éléments de ce groupe. Donc il faut le définir donc la multiplication, il faut le définir pour P et Q. Et je dis qu'il y a un choix naturel que vous avez déjà vu. C'est la somme de Minkowski, exactement. Donc on va définir ça comme P plus Q. Par définition. D'accord? Donc donc on a transformé le produit en somme. D'accord? Pardon, on a défini un produit sur ces symboles qui est la somme de Minkowski. Donc si vous avez entendu parler de la géométrie tropicale, alors qui est un peu la base de tout ce que je vous raconte, mais je ne vais pas parler de la géométrie tropicale, c'est un peu ça en fait. Vous voyez, la somme, c'est le produit ici dans cette algèbre. C'est le produit. Donc ça donne la multiplication, d'accord? Donc ça, avec cette multiplication, on va avoir une structure d'algèbre. Donc ça va définir, vous pouvez voir que ça donne une algèbre. C'est cette algèbre qu'on appelle l'algèbre des polytopes de Macmullen. Et ensuite, il y a un deuxième opérateur qui est un opérateur de dilatation. Et ce qui est intéressant, c'est que cet opérateur de dilatation va décomposer cette algèbre de polytopes en un algèbre gradué. D'accord? Ça va donner une belle algèbre graduée avec des propriétés remarquables. Donc dilatation. Alors c'est quoi la dilatation? La dilatation, c'est simple. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous prenez un lambda, dans R+, et vous définissez la dilatation de facteur lambda. Donc il faut le définir toujours sur les générateurs, et après, donc ce qu'on va faire, c'est qu'après vous allez montrer que ça peut s'étendre. Donc sur un générateur P, par définition, ça va être égal à la dilatation de P. D'accord? C'est ce que j'ai défini. J'ai défini la dilatation d'un polytope. Une petite question. Quand tu parles d'algèbre, c'est un anneau, c'est ça? C'est une algèbre sur... Ah oui, bon, c'est un anneau, mais c'est en fait... Alors je vais dire en fait quel est le coefficient de base. Pour l'instant, c'est une Z-algèbre, effectivement. C'est un algèbre qui est défini sur Z. Okay. Mais je vais dire en fait à quoi ça correspond exactement. Okay. Mais justement, je définis, comme j'ai ça, en fait, vous voyez, j'ai défini une sorte de multiplication par un scalaire. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que... Alors le théorème, c'est le théorème suivant de Macmullen. En fait, Macmullen, il démontre que ça, c'est presque une algèbre sur R. Alors, il démontre la chose suivante, c'est que vous avez une décomposition. Alors la première chose, c'est que vous avez une décomposition P sous la forme P0 plus P1. Alors ça va aller jusqu'à la dimension Pn. N, c'est la dimension. Donc on est dans Rn.
Alors, c'est une décomposition, celle que la structure d'algèbre P, ça devient une structure en algèbre graduée avec les degrés 0, 1, n. Et en particulier, au-dessous de n, c'est 0. C'est-à-dire que si vous prenez un élément de PI, un élément de PJ, quand vous faites le produit, ça fait 0 si I plus J est strictement supérieur à n. D'accord? Ce n'est pas évident par définition. Alors, P se décompose, il y a une décomposition de P sous cette forme qui donne une structure d'algèbre graduée. Alors, il appelle ça quasi-algèbre graduée. Et je vais vous dire pourquoi quasi-algèbre graduée. Alors ça, c'est 1993 ou 17. Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est dans les années 90. Alors, quasi-algèbre graduée. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait là, donc, alors, ça se justifie par... C'est que P0 est engendré par des points. D'accord? P0, c'est les points. C'est les points que vous voyez. Si vous prenez un point, un autre point, il y a une translation qui ramène le point en point. D'accord? Donc en fait, tous les points sont pareils par la relation 1. Donc vous allez avoir un point, mais vous pouvez prendre les multiples de ce point. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc vous allez avoir tous les nombres entiers multiples de ce point. Donc ça va être égal à Z. Mais les autres PJ sont des espaces vectoriels, de R espaces vectoriels. Alors, de dimension infinie. Alors, je pense que je dois remonter encore. De dimension infinie, si J est différent de N. De dimension infinie sur R. Alors, j'ai dit R espace vectoriel de dimension infinie pour J est strictement supérieur à 0, inférieur à N. Et quatrième chose, c'est que, ça c'est la propriété aussi remarquable, c'est que Pn c'est R. Et en fait Pn c'est le volume, ça veut dire que, bon, alors, ça donne Pn, c'est le volume. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait Pn est égal à R, ça veut dire que vous avez un morphisme de P dans R qui correspond exactement associé à chaque P son volume. Et ce morphisme, en fait, donne un isomorphisme entre la partie graduée de degré n et R. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai défini une structure, j'ai défini une algèbre graduée munie d'une forme volume qui donne un isomorphisme entre la partie graduée de degré n et R. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui donne ça permet de définir les volumes X et tout ça. D'accord? Alors, comment on définit les PJ? Donc, là, en fait, la définition de PJ. Sur PJ, alors, en fait, la propriété de PJ, c'est que sur PJ, la dilatation lambda, ça devient lambda puissance J. D'accord? Ça devient lambda puissance J. Ça agit comme lambda puissance J. Delta J de X, c'est lambda puissance J fois X. Ok, alors donc ça, en fait, donc il a défini ça, il a étudié, donc il y a plein de bonnes propriétés, donc quand vous avez aussi les puissances, vous pouvez définir toutes sortes de fonctions sur cette algèbre. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a démontré que cette algèbre, alors en fait c'est une quasi-algèbre, mais c'est facile de transformer ce quasi-algèbre en une algèbre. Ce que vous devez faire, c'est juste de changer P0 avec R, en R. Vous prenez le produit tensoriel de cette algèbre avec R sur Z, d'accord? Donc ça donne. Alors, maintenant, quel est le rapport avec tout ce que je vous ai raconté? C'est qu'en fait, il a démontré que si vous prenez un polytope, alors, donc le lien avec tout polytope, alors il démontre, donc ça c'est un autre théorème, c'est que tout polytope P donne une sous-algèbre de cette algèbre de polytope qui est de dimension finie.
Donc on va noter ça, l'algèbre AP. Donc ça, c'est par définition, du coup, ça va être une sous-algèbre graduée de type A0. Donc c'est toujours A0 de P, A1 de P, c'est associé au polytope P, A1 plus AN, d'accord, avec les AJ qui sont inclus dans PJ. Peut-être que j'aurais dû mettre les indices en haut. Bon, je vais suivre mon indexation. AJ est inclus dans PJ. Et donc c'est une algèbre qui est de dimension finie, ça veut dire sur R, de dimension finie sur R. Ça veut dire que les AJ que vous allez voir ici sont des R espaces vectoriels de dimension finie. D'accord? Et en fait, alors pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, alors cette algèbre, si vous prenez un polytope simple, alors son objectif, c'était de démontrer, de donner une nouvelle preuve combinatoire de la classification des effecteurs, et il a utilisé cette algèbre. D'accord? Comment il l'a utilisé? Il a démontré que dans cette... Alors, c'est quoi cette algèbre? D'abord, je donne la définition de cette algèbre, et après, je vous dis comment il a utilisé cette algèbre. Cette algèbre est la sous-algèbre, donc par définition, il définit cette algèbre A. C'est la sous-algèbre de son algèbre de polytope P engendrée par les facteurs directs Qu'est-ce que c'est que les facteurs directs? En fait, on a une seule opération de somme. Vous dites qu'un polytope est un facteur direct d'un autre polytope. Si vous pouvez trouver un autre polytope dont la somme de Minkowski avec le premier polytope dont P. Donc maintenant, vous prenez tous les facteurs directs. Vous prenez l'algèbre engendrée par ces symboles et ça vous donne cette algèbre. Donc, il a démontré que cette algèbre, elle est graduée et c'est la définition, d'accord? Donc ça, c'est la définition. C'est l'existence de cette algèbre qui est importante. Alors les faces aussi font partie de... En fait, donc, ce sont des polytopes. Alors, une autre définition, c'est de dire qu'on va regarder les polytopes qui sont combinatoirement équivalents au polytope de départ, c'est-à-dire qu'ils vont donner un éventail qui est dont l'éventail normal est moins fin que l'éventail normal. C'est-à-dire que c'est compatible, c'est deux éventails normaux qui peuvent se superposer, ce qui est donner un éventail. Ça donne pas il n'y a pas de chevauchement entre les camps, d'accord? Donc, on peut donner, donc, il y a une description explicite, je n'ai pas le temps de passer de rester beaucoup, mais en fait, c'est juste l'idée qu'il existe c'est des sous-algèbres en fait de cette algèbre de polytopes gigantesques qui vont avoir des propriétés remarquables, qui vont donner par exemple une classification des F-vecteurs, des F-vecteurs et des H-vecteurs. Pourquoi? Parce que ce qu'il démontre, c'est qu'en fait, dans cette algèbre, pour tout polytope alors, de plus, si P est simple, alors l'algèbre, alors on a une algèbre A0 à N. Alors cette algèbre vérifie la dualité de Poincaré. Alors en fait, dans cette algèbre, on a le vecteur HJ, c'est la dimension sur R de AJ. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a fabriqué une algèbre dont la dimension des composantes AJ, c'est le résultat de l'algorithme de transformation des vecteurs en H-vecteurs. Donc, maintenant, la symétrie qu'on voyait, ça se transforme en une symétrie sur la dimension des composantes de cette algèbre et ça se rappelle une dualité fondamentale en théorie cohomologique des espaces continus qu'on appelle la dualité de Poincaré, qui était aussi la source de la première dualité qu'on a vue sur les graphes planaires. C'était la transformation qu'a utilisée Poincaré pour former sa dualité. D'accord? Donc du coup, la condition que H0, H1, Hn est
symétrique, ça se transforme en la dimension de AJ est égale à la dimension de AN moins J. Et du coup, en fait, via cette observation, il démontre sa conjecture de départ, donne une nouvelle preuve, parce que ce qu'il va démontrer, c'est qu'en fait, cette algèbre de dimension finie, elle a des propriétés remarquables qui gouvernent un peu la géométrie des variétés complexes. Alors, je vais faire une liste des propriétés de cette algèbre. Alors, toujours Magmoulin. Alors, pour P simple, donc du coup, 1, l'algèbre A associée à P, donc à P vérifie la dualité de point carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme le dernier morceau de la décomposition de P en composante homogène est isomorphe à R, donc on a la forme volume qui est définie sur l'algèbre des polytopes. Donc cette forme volume va donner, la restriction de cette forme volume va donner une fonction linéaire sur cette algèbre. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder le produit des éléments et ensuite évaluer cette fonction linéaire, ça va donner une forme bilinéaire sur cette algèbre. Et le théorème qu'il démontre, il dit en fait que cette forme bilinéaire, elle est non dégénérée. Et elle met en dualité AJ et AN-J. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écrire ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez AJ fois AN-J, donc vous prenez un élément X ici, un élément Y, vous l'envoyez d'abord dans X sur X croix Y, qui est un élément de AN, et ensuite vous appliquez la forme volume, vous tombez dans R. Alors, c'est ça, donc ça va définir ça dans R. Cette application bilinéaire, elle est non dégénérée et est une dualité parfaite. Alors, cette dualité parfaite, elle explique cet énoncé, parce que ça dit en fait que AJ et AN-J sont duales par rapport à la forme volume, par rapport à cette forme bilinéaire, donc forcément ils vont avoir la même dimension. D'accord? Donc ça c'est la première propriété, c'est la dualité de point carré. La deuxième propriété, en fait, il dit, ok, ben moi j'ai un polytope, donc ce polytope va se décomposer dans l'algèbre de polytope comme un terme qui est de degré 0, un terme qui est de degré 1, un terme qui est de degré 2, ainsi de suite. Je vais prendre le terme de degré 1, ok, de ce polytope. Alors cet opérateur, c'est de degré 1, donc on peut regarder le produit des éléments avec cet élément de degré 1. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un décalage. En fait, à chaque fois qu'on va appliquer ce produit, on prend le produit de cet élément de degré 1 avec un élément x de degré j, ça va donner un élément de degré j plus 1. Donc si vous commencez par AJ, en prenant un produit assez de fois avec cet élément de degré 1, vous allez arriver dans AN-J. Donc il démontre en fait que via ce produit, on va trouver un isomorphisme entre AJ et AN-J. Non seulement AJ et AN-J sont naturellement en dualité, mais il y a aussi un isomorphisme naturel qui vient du polytope entre AJ et AN-J. D'accord, donc produit. Donc il existe un élément L dans A1 associé au polytope, tel que si vous commencez par AJ, vous allez dans AJ plus 1. Dans AN-J, alors à chaque fois je prends le produit avec L. L est de degré 1, donc ça monte le degré de 1. Et donc combien de fois je dois prendre le produit? C'est L puissance n moins 2j
Donc ici, je dois supposer que J est inférieur ou égal à n sur 2. Alors il dit en fait que ça va donner un isomorphisme entre la composante AJ et AN-J. En termes de géométrie complexe classique, on appelle ça un opérateur de Lefschetz. C'est-à-dire que ça, en fait, on a un théorème de Lefschetz. Donc, difficile. Alors, ça s'appelle difficile parce que ça faisait partie d'un... Il y a un autre théorème, un théorème de Lefschetz et un théorème de Lefschetz difficile. C'est Lefschetz qui les a démontrés pour les variétés complexes. Donc ça, c'est l'analogue dans le cadre des polytopes de ce phénomène qui se produit sur la cohomologie des variétés complexes. Ça marche pour L générique? Alors ici, en fait, quand on a un polytope, on va récupérer un élément canonique associé au polytope. Sinon, il faut prendre on prend la fonction convexe qui est donnée par polytope, la fonction de support va donner un élément dans A1. Un élément générique dans quel sens? En fait, ça va donner un cône. On va avoir un cône d'éléments qui vérifient. C'est comme la géométrie des complexes. On va avoir, donc A1 est un espace vectoriel de dimension 10, je ne sais pas, de dimension finie. Dans cet espace de dimension finie, on va avoir un cône de dimension max, de dimension 10, qui vérifie cette propriété. Mais ce n'est pas tous les éléments. Donc c'est des éléments qu'on appelle les éléments positifs. D'accord? On appelle les éléments amples, les éléments positifs. Mais ici, en fait, comme on a un polytope, il y a un élément, un choix naturel qui est associé au polytope lui-même, d'accord? Donc, qui va donner ça, le théorème de Lefschetz. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, alors, essayons de voir graphiquement ce que ça signifie, parce qu'on ne voit pas en fait le contenu mathématique, parce que c'est très fort de montrer quelque chose de comme ça, est très très fort. Pourquoi? Parce que si vous commencez, alors qu'est-ce que ça dit? Prenons A0 ici. Donc A0, je vais la représenter avec une boîte. Ok? Ça, c'est A0. Alors, je sais que si je prends L puissance n, produit de L puissance n des éléments ici, je vais arriver en AN sans avoir, ça va donner un isomorphisme entre A0 et AN. Donc, si je regarde AN ici, ça veut dire qu'en fait, je peux transporter cette boîte sur toutes les pièces intermédiaires par produit avec elle. C'est-à-dire que je vais avoir une copie de ça dans A1, une copie dans A2, une copie dans A3, et quand j'arrive ici à AN, je vais avoir exactement la même copie et j'ai rien perdu parce que je sais que le produit par L, ça c'est donné par produit par L. Parce que la composition de tous ces morphismes, c'est un isomorphisme entre ce morceau et ce morceau, donc on ne peut pas avoir de perte. D'accord? Donc ça veut dire je vais avoir une copie de ça partout. Ok? Et maintenant, on regarde A1. A1, il a une copie, mais peut-être qu'il y a un morceau qui reste en A1. On regarde maintenant la partie qui reste dans A1. C'est un espace vectoriel, c'est-à-dire que ça se décompose en une partie, en une somme de ça avec un autre espace. Maintenant, si on regarde la multiplication par L sur ce partie, on va avoir le même phénomène qui va se produire. C'est-à-dire qu'on va avoir une copie de ça dans A2, une copie de ça dans A3, jusqu'à AN-1. Ça, c'est parce que la composition, c'est-à-dire que le L puissance n-2, appliqué à A1, va donner un isomorphisme entre ça et ça. Donc ça veut dire qu'on doit voir l'image de ça partout. Ok? Alors, on peut continuer, non? On peut prendre maintenant A3, A2, ce qui reste. En fait, on va avoir tout ça ici. Et vous voyez ce qui se passe. C'est que si vous regardez maintenant la courbe de contour, si vous regardez ça, vous allez voir qu'est-ce que ça vous donne. Ça vous donne exactement l'unimodalité. D'accord? C'est-à-dire que l'unimodalité, c'est ça en fait. C'est le fait, c'est une conséquence de ça. Vous allez voir, la dimension commence à monter et ça va descendre. Donc c'est une conséquence directe de ce théorème. Alors on peut aller encore plus loin, et c'est ça qui est lié maintenant à la concavité. Alors la troisième partie, on appelle ça le théorème de Lefschetz, c'est difficile dans ce contexte, mais il y a
il y a deux autres mathématiciens, dont un qui est je pense, connu à tout le monde. C'est possible en fait que les Grecs connaissaient toutes ces mathématiques, mais que ça a été perdu à cause de tous les événements, à cause des Perses. Les pauvres Perses. Non, parce qu'en fait, je suis d'origine persane. Donc je pense qu'il y avait... Non, en fait, c'est plutôt le contraire. Je pense qu'ils ont... Mon fils, il est très sensible parce qu'il y a eu des cours dans son cours d'histoire. Il y avait des histoires sur les Grecs et tout ça. Donc il y a des passages sur les guerres entre les Perses. Et évidemment, c'est raconté par les descendants des Grecs. Parce qu'Alexandre le Grand a complètement brûlé toutes les bibliothèques en Perse. Donc en fait, il n'y a pas de traces de ce qui vraiment existait à l'époque. Ok, donc revenons. Mais peut-être qu'il connaissait vraiment, parce qu'il connaissait beaucoup de choses. Ok, donc maintenant, donc la troisième propriété, c'est ce qu'on appelle... en fait, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir sur la forme bilinéaire. Donc cette forme bilinéaire est définie sur AJ et AN-J. Mais on a une manière d'aller de AJ dans AN-J. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, cette forme bilinéaire, on peut l'avoir directement sur AJ. Donc on peut regarder AJ croix AJ dans R. Je dis qu'il y a une forme bilinéaire naturelle qui est définie comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc on prend X et Y. On va l'envoyer dans... Alors on prend le produit de Y par L puissance N- de J. Donc ça donne un élément de AN-J, et maintenant on applique le produit ici, donc ça donne un élément de degré N, et on regarde le volume de ça. D'accord? Alors ce qui va se passer, c'est un phénomène remarquable, c'est qu'en fait, si par rapport à cette décomposition, vous avez une forme binaire qui est définie sur AJ, par rapport à cette décomposition, vous allez avoir que la restriction de la forme binaire sur cette décomposition est définie sur chaque morceau coloré. Et ça va être défini positif, défini négatif, défini positif, défini négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'écris comme ça, sur la partie au-dessus de chaque pile, cette forme, elle est définie négative ou positive, dépendant de la parité de J. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la forme, elle est positive. Maintenant, si vous regardez sur cette partie-là, la forme, elle devient négative. Sur la partie blanche, elle est positive. Ça change, ça alterne de signe. Ça devient défini positif, défini négatif. Mais ça donne aussi la signature sur toutes les parties, parce que quand vous passez de ça à là, de là à là, c'est une simple observation. Vous ne changez pas de la signature, parce que c'est la même forme, en fait, que vous allez voir sur la même copie. D'accord? Donc ça, on appelle ça, donc à nouveau, c'est un phénomène qui vient de la géométrie complexe, on appelle ça Hodge-Riemann. Donc c'est Hodge qui a généralisé des résultats de Riemann, qui avait regardé les surfaces de Riemann. On appelle ça les relations de Hodge-Riemann. C'est la signature de cette forme bilinéaire qui est définie sur AJ à partir de la décomposition de cette algèbre en partie graduée. Cette positivité est appelée les relations de Hodge-Riemann. Et maintenant, je vous explique pourquoi c'est lié à la log concavité. D'accord? Alors, l'idée, c'est la chose suivante. Alors, donc, et vous pouvez l'utiliser pour démontrer l'inégalité d'Alexandre Fenchel. En gros, c'est... Okay. Alors, je ne vais pas démontrer mais je vais vous donner juste pour comment vous allez trouver la log concavité à partir de cette propriété de positivité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder
la partie A1, juste la partie A1. Alors en fait, c'est exactement de ça qu'on a besoin pour démontrer la loconcavité des coefficients du polynôme chromatique. Donc on regarde A1. Donc A1 se décompose en une partie qui vient de la partie rouge et en une partie jaune. Donc cette forme bilinéaire définie sur A1 dans R, elle est donc c'est une forme bilinéaire non dégénérée. Et donc sur la partie rouge, alors ici la forme elle est positive et ici elle est négative. Ok. Maintenant imaginez que vous avez deux éléments alpha et bêta qui sont dans A1, d'accord, tels que alpha est positif, d'accord. Maintenant vous prenez, et non négatif, alors positif en termes de français, comme je suis à Berlin cette année, ok, c'est positif. Alors c'est positif, ok. Alors si vous prenez un élément alpha comme ça, maintenant vous prenez la restriction de ce produit sur l'espace engendré par alpha bêta. D'accord. Vous prenez alpha, l'espace vectoriel engendré par alpha et bêta. Je sais comment. R alpha plus R bêta. Alors, donc, comme on a, alors par des théorèmes qui expliquent la signature après la réduction, on peut voir aussi qu'ici, on peut avoir au plus si vous prenez la forme induite ici, vous allez avoir la signature, vous allez avoir un nombre positif. Il va y avoir, la signature, ça va être égal à 1. D'accord, ça ne peut pas être 2. Mais comme alpha, vous avez quelque chose de positif ici, ça vous dit en fait que ça peut être dégénéré si alpha et bêta sont linéairement dépendantes. Mais la signature, ça peut pas être, vous n'allez pas avoir deux valeurs propres positives pour la matrice associée à la forme binaire. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ça veut dire que ça vous dit que si vous prenez la matrice alpha, bêta, et vous mettez alpha, bêta ici, ça peut être dégénéré en fait. Si alpha et bêta sont linéairement dépendants, même s'ils sont indépendants, oui c'est vrai, mais ce que je veux dire c'est que ici vous allez avoir non, la forme, elle est. Le déterminant, alors ça vous dit que le déterminant de cette matrice, elle est négative. Ça ne peut pas être strictement positif. Parce que ça ne va pas être strictement positif parce que sinon vous allez avoir oui, ça peut être probablement. Dans le contexte que je vais vous raconter un peu dans ce contexte, ça peut être 0. Oui. Mais ça peut pas être strictement positif. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, alors pourquoi c'est lié à la concavité? Parce que ça vous dit quoi? Ça vous dit que la suite, si vous prenez la suite alpha, bêta, bêta, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit exactement que cette suite est log concave. Pourquoi? Parce que si vous prenez le déterminant est non, c'est-à-dire que le produit de ça, moins ça est négatif, ça veut dire qu'en fait, ça au carré est supérieur ou égal à ça. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer. Alors ça évidemment, ça termine un peu la partie prélude historique. Mais je peux vous raconter maintenant une idée de la preuve de la loconcavité. Parce que lui, en fait, effectivement, on peut déduire à partir de ça, à partir de là, en utilisant ça de manière astucieuse, on peut démontrer les inégalités d'Alexandre Fenchel. Mais ici, ce sont des polytopes qu'on regarde. Et il s'avère en fait que dans cette algèbre de polytopes, il y a des sous-algèbres, il y a d'autres sous-algèbres qu'on peut définir, qui vont vérifier les mêmes propriétés. Ok. Donc l'idée c'est ça, c'est que, alors ça c'est la,
comment je le nomme? En fait, normalement, j'avais prévu de vous raconter un peu de choses sur la géométrie complexe, mais je vais les zapper. Et je vais reprendre. Donc, maintenant, l'objectif maintenant, c'est de démontrer, de vous raconter les ingrédients pour démontrer le théorème suivant. Si vous prenez, donc j'ai un graphe. Si vous prenez le polynôme chromatique que j'ai dénoté f de t, vous l'écrivez, alors c'est un polynôme, ce polynôme chromatique, alors le coefficient et forme une suite log concave. Alors, donc l'idée c'est qu'il y a une algèbre A associée à G qui vit dans l'algèbre des polytopes qui va vérifier les mêmes propriétés. D'accord? Donc je vais définir une algèbre en fait. Alors la manière dont on va envoyer cette algèbre, on va voir cette algèbre dans l'algèbre des polytopes à partir de l'algèbre plutôt polytope, c'est un peu compliqué. Je vais pas parler du lien précis avec l'algèbre des polytopes, mais je vais vous donner la définition de cette algèbre. Ok? Donc ce que je dis, c'est qu'en fait, on va pouvoir associer à un objet combinatoire comme un graphe une algèbre qui va être une algèbre graduée. Donc il va y avoir de la partie A0, A1, A2 jusqu'à AN, le nombre de sommets, et qui va vous permettre, qui va vérifier exactement les mêmes types de propriétés. Et donc en fait, la preuve de la log concavité va se déduire par un calcul de déterminants comme ça. D'accord? Alors évidemment, il faut faire le lien entre les coefficients et les nombres qu'on trouve ici. Et donc je vais vous donner aussi deux éléments de A1 de l'algèbre qui vont vous sortir les coefficients du polynôme caractéristique. Donc ça c'est l'idée de ça, mais je vais prendre un peu le temps de faire les choses proprement. Et je pense que je n'aurai pas le temps de finir, mais vous allez voir au moins l'idée de la preuve. Ok, donc l'objectif c'est de démontrer ça, et entre-temps, en fait, on va introduire aussi une algèbre qui est liée à cette algèbre de polytopes et qui va vérifier toutes ces propriétés. Est-ce qu'il y a des questions sur... Donc je vais commencer un nouveau thème. Ok, donc on va... alors, ça s'appelle comment 5? Peut-être si je suis l'ordre des sections, c'est 5. Donc ça, c'est l'algèbre. Alors, algèbre... Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la définition de cette algèbre par un ensemble de générateurs et des relations. Et ça va être compliqué de faire le lien avec l'algèbre de polytopes, mais c'est plutôt en fait la démonstration qu'ils ont donnée à Di Prasito ou Katz des propriétés de cette algèbre est basée sur des arguments de Macmillan. Donc, je pense que c'est de la preuve, c'est cette preuve qui les a inspirés. Comme je vous ai dit, je voulais raconter d'une autre preuve qui ne va pas utiliser les arguments de Macmillan. Mais je pense que je n'aurai pas le temps, mais on peut discuter de ça après l'exposé. Donc je vais vous donner du coup la définition de cette algèbre, je vais vous esquisser les propriétés et la démonstration de la log concavité. Alors qu'est-ce que c'est que cette algèbre graduée associée à un graphe? Donc on revient sur les graphes, on a commencé par les graphes, maintenant on revient sur les graphes. Je fixe un graphe G, fini, et connexe. Et je vais supposer que ce graphe il a n plus 1 sommet. Okay, je vais supposer que la taille de V, c'est n plus 1
parce que ça va me permettre d'avoir une algèbre qui va avoir les morceaux homogènes A0, A1 jusqu'à AN. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une algèbre de polynômes. D'abord, je vais prendre une algèbre de polynômes R XF, indexé par un ensemble F. Ce sont des sous-ensembles d'arêtes fermés et non vides. Alors je dois définir cette terminologie, non vide. Donc je pars d'une algèbre de polynômes avec des variables qui dépendent des sous-ensembles particuliers d'arêtes dans le graphe. Et je vais mettre deux types de relations. C'est des relations de type 1 et des relations de type 2. Donc je dois définir ça. Et que je regarde le quotient de cette algèbre par deux types de relations. Et cette algèbre, ça va être l'algèbre associée au graphe. Et ça va être gradué parce qu'on commence par l'algèbre des polynômes en un nombre fini de variables. Et elle est graduée. Et les relations que je vais vous donner, vous allez voir, ce sont des relations homogènes. Donc ça va donner en fait une algèbre graduée. Alors comment on fabrique ça? Alors il faut que je vous parle d'abord des sous-ensembles fermés d'arêtes. Donc définition. Un sous-ensemble F dans E est fermé s'il vérifie la propriété suivante. Alors pour tout ensemble, pour tout pas chemin, si vous prenez un chemin composé des éléments de F, composé d'arêtes de F, d'accord, c'est le chemin que j'ai choisi ici. Si vous prenez un chemin comme ça, maintenant si vous voyez une arête de E, donc, et pour tout chemin et pour toute arête E dans E qui forme un cycle avec ce chemin, alors je veux définir une propriété de fermeture. On dit qu'un ensemble F est fermé si pour tout chemin composé d'arêtes de F, c'est les arêtes blanches, si vous prenez une arête E qui forme un cycle avec ces arêtes, alors cette arête, elle est déjà dans F. Ça va impliquer que E est déjà dans F. C'est-à-dire que l'ensemble F est fermé par rapport à la relation, par rapport au cycle. Vous n'allez pas pouvoir former de nouveaux cycles en rajoutant une arête, des cycles que vous ne voyez pas dans F, en rajoutant une arête à l'ensemble F. Alors, en fait, c'est équivalent. Il y a une autre formulation de cette propriété. C'est facile de voir en fait à quoi ressemblent les ensembles fermés. Je vais vous donner la recette pour fabriquer des sous-ensembles fermés d'arêtes. Et ça donne tout. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une partition de sommet, pi1, donc ça va être le premier ensemble de sommets. Vous allez prendre pi2 jusqu'à pk. Donc vous allez prendre tel que pi1, union disjoint pi2, union disjoint pk et l'ensemble des sommets v. Et ensuite, vous allez prendre toutes les arêtes que vous voyez dans une des parties. D'accord? Ensuite, vous prenez F, vous définissez F comme l'union de toutes les arêtes EJ
quelques EJ et toutes les arêtes EJ et l'ensemble d'arêtes dont les deux extrémités sont dans PJ. Alors, en prenant, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous partez par exemple, alors vous prenez ça, imaginez que vous avez aussi un sommet ici. Si je vais avoir ça, et ensuite peut-être qu'il y a d'autres arêtes qui sont là, entre les différentes parties. Les arêtes rouges, c'est les arêtes de F. Et vous voyez en fait que si vous prenez un ensemble comme ça va être fermé parce que si vous rajoutez une arête, elle sort forcément de toutes les parties. Elle ne peut pas être dans une partie, parce que vous l'avez déjà. Vous ne pouvez pas former un cycle en rajoutant ça. C'est impossible en fait d'avoir un cycle avec une seule arête comme ça, parce que forcément si vous sortez de là, il faut que vous reveniez dans un cycle. Et c'est tout, ça donne tout. D'accord? Alors ça c'est les arêtes. Alors du coup je vous ai défini l'algèbre. Alors il y a un nombre fini parce que vous avez un nombre fini de partitions, vous avez un nombre fini d'ensemble fermé. Vous prenez un ensemble fermé comme ça, vous lui associez une variable. Vous prenez l'algèbre de polynômes engendré par ces variables. C'est une algèbre, c'est une R-algèbre. Et maintenant je vais vous donner les relations. Ok? Alors, la première relation, c'est par rapport aux inclusions entre les ensembles fermés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous prenez deux ensembles fermés, s'ils sont incomparables, aucun est contenu dans l'autre, vous dites que leur produit est 0. D'accord? Donc la première relation, c'est xf1, xf2, si f1 et f2 sont incomparables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je regarde l'idéal engendré par x1, xf1, par tous les monomes de type x1, f1, xf2, tels que f1 et f2 sont incomparables, et ça veut dire que f1 n'est pas contenu dans f2, et f2 n'est pas contenu dans f1. Ça, c'est la signification de ce mot incomparable. Alors peut-être que je vais, en même temps, je vais faire un exemple. Donc si vous prenez un cercle, donc ça c'est mon graphe G, quels sont les ensembles fermés? Alors je dois prendre partition. Donc je ne peux pas prendre la partition entière parce que j'interdis, je regarde les sous-ensembles propres. Je ne dois pas avoir toutes les arêtes. Donc forcément je vais avoir une partie de taille 1 et une partie de taille 2, ou trois parties. Donc si je prends les trois, je vais avoir l'ensemble vide, mais j'ai supposé que je regarde les ensembles fermés non vides. Donc je dois prendre forcément une partition avec un sommet et deux sommets. Donc ça va me donner une arête. Donc je vais avoir trois variables, x1, x2, x3, qui sont associées aux arêtes E1, E2, E3. D'accord? Donc je commence par l'algèbre de polynôme Rx1, x2, x3. Et je vais avoir que x1, x2 égale 0, x1, x3 égale 0, x2, x3 égale 0, parce que il n'y a pas de comparaison entre les deux. D'accord? Donc je tue en fait tous les monomes contenant au moins deux variables différentes sont 0. Ok? Alors ça c'est la première relation. Donc cette relation tue énormément de monomes ici. Donc en fait ça donne que déjà ça casse l'algèbre. Mais la deuxième relation, ça permet aussi de relier les xi. Donc alors je mets la relation suivante. À chaque fois que je prends pour toute i, pour toute ij dans l'ensemble d'arêtes du graphe, je regarde la somme xf pour les fermés f qui contient
qui contiennent I, et je prends les fermés F qui contiennent J, et je mets la relation que, en fait, je veux que ces deux sommes soient pareilles, soient identiques. Oui. Ah, en fait, la relation, ça dit que c'est 0, mais c'est ça. Bon, mais j'ai dit que, genre, en fait, on peut prendre l'idéal engendré par ça, et donc ça, mais c'est 0. Okay. Donc la deuxième relation, c'est que, donc, du coup, cette différence est 0. Okay. Ça veut dire en fait que ces deux sommes vont être identiques. Alors, pour qu'est-ce que ça dit là? Si je regarde l'arête E1 et l'arête E2, ça me dit que x1 est égal à x2. Parce que le seul fermé propre non vide qui contient E1, c'est x1. Ça donne x1, et l'autre, ça donne x2. Donc ça veut dire que x1 égale x2. Et x1 égale à x3. Qu'est-ce que ça va donner ici? Exactement. Donc ça va donner juste, ça va être la même chose que R plus Rx1. Et les autres sont nuls. Tout est nul, en fait, après. Parce qu'on a vu que x1, x2 était égal à 0, mais comme x1 égale à x2, x1 est aussi 0. x1 carré est aussi 0. En fait, tous les monomes de degré supérieur à 1 sont strictement supérieurs à 1 sont 0. Donc, en fait, ça casse l'algèbre en petits morceaux, en fait, en morceaux comme ça. Alors, donc ça, c'est maintenant, je peux annoncer le théorème. Donc je ne vais pas attribuer ce théorème parce qu'il s'avère que dans le cas des graphes, il y a un objet, il y a une variété complexe qui va avoir exactement cet anneau comme la cohomologie. Donc en fait, c'est une conséquence de la géométrie complexe. D'accord. Mais dans le cas général, où on se passe des graphes, on regarde les matroïdes, on en a besoin pour démontrer toute la concavité. Il ne va pas y avoir un objet complexe derrière, donc ça va être un théorème, ça va être le théorème de Adiprasito-Ouekat dans le cas des matroïdes. Et ça va être un objet combinatoire, défini. Mais il s'avère aussi que dans ce contexte, il y a un objet géométrique qui est derrière, mais ce n'est pas une variété complexe, c'est une variété tropicale. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la géométrie complexe derrière. Soit on travaille sur les nombres complexes, soit sur les nombres, sur la limite à l'infini des nombres complexes qu'on appelle les nombres tropicaux. D'accord. Okay. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, en fait, j'écris ça, c'est que cette algèbre, alors, si on fait ça, l'algèbre qu'on trouve associée au graphe G, donc c'est une algèbre graduée, il va y avoir des pièces, des morceaux à A0 jusqu'à A n, donc ça va aller jusqu'à n, ok? Ça va être, donc on a n plus un sommet et on va aller jusqu'à n, d'accord? Et il vérifie 1. AN est isomorphisme à R et isomorphe à R. Donc il y a un isomorphisme entre AN et R qui est complètement naturel. En fait, il y a un monome de degré n qui va donner à n, et ce monome, vous pouvez le voir. Donc c'est un produit de XF. Ça doit être un produit de XF, mais comme on a cette relation qui tue en fait les produits associés aux fermés qui ne sont pas comparables, vous devez prendre une chaîne de fermés, et ça doit être une chaîne maximale, et les chaînes maximales sont de taille n, et n'importe quelle chaîne maximale va vous donner le générateur de AN. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un objet, il y a un générateur canonique, et c'est ça la forme volume en fait que vous allez avoir pour faire le lien avec. Donc AN est égal à R, et ça va vous donner la forme volume qui va être définie de A dans R, qui envoie tout le monde sur 0, sauf le dernier, et ça va être le coefficient de ce générateur. D'accord. La deuxième propriété, c'est qu'en fait, ici, vous allez avoir la dualité. Il va y avoir la dualité de points carrés. Alors, je vais pas c'est vraiment la même formulation. Vous avez un volume qui est défini sur l'algèbre, et vous prenez deux éléments.
vous faites le produit, ça va aller dans, vous l'envoyez dans R, et ça donne une dualité parfaite entre AJ et AN-J. Et on va avoir le théorème de Lefschetz. Et les relations de Hodge-Riemann. Alors, qu'est-ce que c'est que ce théorème de Lefschetz? Ça vous dit qu'il y a un cône, c'est toujours pareil, il y a un cône de dimension, exactement la dimension de A1, et les éléments de à l'intérieur de ce cône vont vous donner des éléments qui vont vous donner l'isomorphisme entre AJ et AN-J par produit. Et pour cette décomposition, pour cet isomorphisme, vous allez avoir le comportement alternatif du signe de la forme bilinéaire. Ok. Ok, donc ça c'est le théorème, c'est l'analogue. Ah, voilà, donc comme je dis, il y a un lien avec l'algèbre de Kulitov ici, mais ça vous pouvez le prendre comme une propriété de cette algèbre qui est définie par générateur et relation. Ok. Et oui, donc en fait, maintenant, quel est le lien avec... donc en fait, on va avoir toutes les bonnes propriétés, et maintenant il faut relier le coefficient du polynôme chromatique à cette algèbre. Ok. Et ça, c'est un théorème qui a été démontré par Junhu et Katz, Eric Katz. Alors, c'est l'énoncé suivant. D'abord, je dois vous donner deux éléments alpha et bêta qui vont être un peu les deux polytopes. Oui. Donc juste le n qui est là, le nombre de sommets. Moins 1. Exactement. C'est le nombre de sommets. Et la graduation est donnée par le degré d. Exactement. Parce que dans ce cas-là, où est A2 dans l'exemple que vous avez donné. Ah oui, excusez-moi, c'est le nombre de... Oui, exactement, merci. C'est le nombre de... Parce que c'est le nombre de sommets moins 2. Ok, bon. Exactement. En fait, oui, c'est le nombre de sommets... Oui, absolument, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. En fait, donc je vais dire... Alors, parce qu'on a supposé... Alors, on va supposer que le nombre de sommets, c'est n plus 2. Alors, la confusion vient du fait, en fait, que... Donc, vous avez un espace linéaire qui est associé à ça. Cet espace, il est de dimension n-1. Le nombre de sommets moins 1. Et cette algèbre, elle est de 1, de moins que la... Merci beaucoup, de degré. Oui, merci. C'est n-2. Donc, si le nombre de sommets est n, c'est n-2. Si c'est n plus 2, si le nombre de sommets est n plus 2, alors c'est n. Merci. Oui. Parce qu'en fait, dans le cas, dans le cas des matroïdes, il y a un nombre, il y a le rang du matroïde qui est r plus 1, et c'est r. Mais le rang, il s'avère qu'ici, le rang du matroïde associé au graphe, c'est le nombre de sommets moins 1. Merci. Ok, maintenant je dois... Alors, donc, il va y avoir maintenant, en fait, donc, il va y avoir deux éléments alpha et bêta qu'on va pouvoir fabriquer, et ces éléments alpha et bêta vont donner ensuite... Alors, je dois juste regarder le temps. C'est bon? On a encore... Okay, en fait, j'ai un peu perdu la notion du temps. Ah, j'ai déjà dépassé. Ah, je suis désolé. Ok, bah je finis là. Alors, je finis l'énoncé et j'arrête. En fait, la pause déjeuner est de 2 heures. On a déjà dépassé un quart d'heure de théorie. Voilà, on a commencé un quart d'heure après, donc je peux continuer quelques minutes. Ok, bah je vais juste finir et je vous donne une idée de... Ok, donc, alors il y a deux éléments alpha et bêta qui sont associés au graphe. Et on le voit par cette relation, parce que cette relation vous dit que si vous faites la somme des xf associée au fermé f qui contient un élément, cette somme ne dépend pas du choix de cet élément. Donc on va donner un nom à ça, on va l'appeler alpha. Alors on fixe une arête i dans E et on définit ça comme l'élément alpha. D'accord? Cet élément alpha ne dépend pas du choix de i. Parce que si vous changez i, vous allez avoir l'égalité. Alors vous avez l'élément bêta. Alors il y a un deuxième élément qui ne dépend pas non plus, qui va sortir de cette relation. C'est la somme des xf pour les f qui ne contiennent pas i.
D'accord? Donc c'est là, donc par parce que la somme des deux est constante, c'est la somme de tous les xf. Donc si ça c'est indépendant, ça c'est aussi indépendant. Et le théorème, c'est que si vous prenez, alors peut-être avant d'énoncer le théorème, je dis la chose suivante, c'est que si, alors la première chose à voir, c'est que f de 1 est égal à 0. C'est-à-dire que si vous prenez un graphe G qui a n plus 2 sommets avec n qui n'est pas égal à... Ça va, vous avez n plus 2 sommets, donc n est positif, n plus 2 est supérieur à 2. Donc c'est un graphe connexe, il va y avoir forcément une arête, donc il n'y a pas de coloriage avec une seule couleur. Donc ça c'est 0. Ça veut dire qu'on peut définir on peut diviser f de t par t moins 1, et ça va donner un nouveau polynôme qu'on va appeler le polynôme chromatique réduit, et on va regarder les coefficients de ce polynôme. Donc on va l'écrire ça comme peut-être b0, alors je me souviens plus, qu'est-ce que j'avais écrit, moins b1t, b1n, bn t puissance n, d'accord? Tt n plus 1, oui. Ok. Donc, alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que si vous regardez alors le théorème, c'est que le degré, alors si vous faites le volume de alpha puissance i, bêta puissance n moins i, ça va vous donner le coefficient bi de ce polynôme, ici, là. Et je pense que alors il y a une confusion, peut-être que je vais, donc il y a un embrouille entre les n et n plus 1, normalement ça doit être n ici, exactement, donc si on fait n, ça va donner ça, d'accord? Donc ça veut dire en fait on a fabriqué les deux éléments alpha et bêta qui remplacent le rôle de deux polytopes p et q, et maintenant la low-concavité vient de Hodge-Riemann, comme je vous ai expliqué, pour les trois premiers termes de cette suite. Maintenant, il y a une astuce, comme j'ai dit, cet énoncé est valable pour les structures qui sont plus générales que les graphes. Et par un argument de troncation, on peut ramener en fait la preuve en toute généralité pour les autres morceaux en regardant juste les trois termes qui vont nous intéresser, et ça va donner le résultat. D'accord? Donc ça, c'est un théorème qui était démontré par Uwe Katz. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de vous démontrer, de vous donner les idées donc en fait l'auteur, donc évidemment cet argument il est combinatoire pour démontrer ça, parce qu'on peut faire un calcul explicite ce sont vous voyez, ce sont des termes complètement explicites dans cette algèbre, donc il y a des arguments combinatoires, mais qui se racontent très facilement, c'est-à-dire il y a l'algèbre de Möbius associée à un ensemble partiellement ordonné qui intervient et tout ça. Donc c'est pas cette partie, mais après il faut utiliser ce théorème, le contenu de ce théorème, la relation de Hodge-Riemann en degré 1. Et cette relation, il s'avère que, donc, comme je dis, la preuve donnée par Adiprazeto et Katz est compliquée. Ça utilise l'argument de Macmillan, mais ça va au-delà, c'est compliqué à lire. Mais il y a une preuve plus simple qui passe par récurrence. Il y a deux opérations qu'on peut définir sur les graphes, c'est la contraction des arêtes et la suppression. Et en utilisant cette opération, on peut ramener tout ce théorème à un théorème qui concerne juste un graphe de ce type. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une preuve beaucoup plus simple. Après bon, il faut comprendre ce qui se passe à cette algèbre quand on fait les contractions et suppressions, et pour pouvoir faire ça, il faut définir un objet tropical, qui est la variété tropicale associée au graphe, et il s'avère qu'en fait, cette variété tropicale va se comporter, on va comprendre exactement comment ça se passe quand on fait les contractions et suppressions, et c'est la géométrie de cet objet tropical
qui est la raison profonde derrière ce théorème. Et ça, c'est un de travaux qui est fait par peut-être un de vos élèves, vos anciens élèves, Mathieu Picrez et moi-même, qui nous avons donné une interprétation complètement tropicale du contenu de ce théorème et la généralisation à des variétés tropicales qui sont beaucoup plus générales. Voilà. Donc je m'arrête là, j'ai pas eu le temps de raconter le contenu.